Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu étais né sous une mauvaise étoile? Si tout était contre toi? Comme si la vie était déjà écrite et pas en ta faveur? Hola amor, ici Giovanna et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hola amor. Aujourd'hui, je voudrais commencer cet épisode et vous racontant une période de ma vie. Je suis de nationalité péruvienne. Quand je suis arrivée en France, je n'avais que 16 ans. Je me rappelle très bien que j'avais dans mon sac des cahiers tout neufs, une paire de chaussures à peine usées, un grand dictionnaire qui prenait toute la place, mais aussi j'avais un sac plein d'espoir. J'avais laissé derrière moi tout un monde, mon pays, ma langue, mon école, mes amis, mais je laissais surtout les bras de ma famille à l'autre bout du monde. À ce moment-là, je ne parlais pas un mot de français. Je me souviens encore de cette sensation un peu étrange d'être étrangère dans chaque détail. Dans la façon comme je mangeais, dans le pain que je ne savais pas couper correctement, dans les codes sociaux que je ne comprenais pas, dans les sourires polis mais distants et des fois un peu curieux. Je me sentais totalement déracinée en fait. Pendant 2 mois, je me suis construite une espèce de narration rassurante qui c'était de me dire si je réussis pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que quand je me suis inscrite pour la première année, la directrice m'avait clairement dit en anglais que j'allais sûrement redoubler parce que ce n'était pas possible pour moi de passer le bac et les épreuves anticipées sans parler français. Je me disais, ce n'est pas grave, tu n'as que 17 ans, tu viens d'un autre continent, tu n'as pas les mêmes chances, ce n'est pas ton échec, c'est comme ça. Cette narration, elle m'a protégée. Je pense qu'elle m'a donné un peu de douceur dans ce monde un peu inconnu. C'était un peu un coussin émotionnel, je pense. Elle m'a permis aussi de respirer sans m'haïr. Mais cette phrase et cette narration n'a pas duré longtemps. La réalité m'a très vite rattrapée et je pense qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui brûlait. J'ai passé d'être la meilleure élève dans ma classe à quelqu'un qui arrivait à peine à faire une phrase. Et ma mentalité a complètement changé. Je me suis dit, et si j'étais la seule péruvienne qui venait d'arriver, qui réussissait son bac dans un lycée sportif reconnu en France? Et si je devenais un exemple? Je voulais prouver que c'était possible. Je voulais qu'un jour, un autre étudiant étranger qui arrive, qu'on lui dise, tu vois, elle a réussi. Alors toi, tu peux aussi. J'avais tout contre moi. Genre, j'avais pas les milieux pour étudier. J'en avais pas des soutiens de mon père, ni émotionnel, ni économique. À la maison, j'ai vivais avec une belle-mère digne des Cendrillon. Donc, c'était une atmosphère très toxique et froide, parfois même violente. Mais dans mon cœur, j'avais encore ma mère, ma petite sœur. Et j'ai nourrissé mes pensées avec ça, en fait. Avec des rêves, des prières. Alors, j'ai travaillé, j'ai appris, j'ai pleuré en cachette. Beaucoup même. J'ai demandé de l'aide. J'ai appris à demander de l'aide. J'ai osé parler. Même si je parlais mal, j'ai parlé quand même. Et j'ai échoué encore et encore dans mes examens blancs. Mais j'ai recommencé. Parce que je voulais vraiment sortir de là. Je voulais sortir de cette maison, de cette cage. Je ne voulais plus survivre, mais je voulais vraiment vivre. Et ressentir cette liberté et pouvoir m'épanouir dans ce que je faisais. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel, qui est sortir de ce rôle des victimes, ce n'est pas un événement en fait, c'est un choix, c'est un schéma. Parce que la tentation du rôle des victimes est très réconfortante en fait. En étant victime, on y trouve un abri, une excuse, un soutien implicite. Et c'est la posture du « ce n'est pas ta faute, je n'ai pas eu de chance, les autres sont responsables ». Et parfois c'est vrai, mais ce rôle est aussi une prison. Il limite, il enferme, il ralentit. Dans mon cas, si j'ai été accrochée à cette narration, je ne serais jamais devenue celle que je suis aujourd'hui. J'ai même un podcast en français pour vous dire. Ce que je viens de partager, c'est un bout de mon histoire, une histoire qui a été un peu marquée par la solitude, l'incompréhension, mais aussi par un choix. Le choix de ne plus rester enfermée dans une narration où j'étais uniquement victime. C'est libérer du destin
et sortir du rôle des victimes, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc au programme, dans cet épisode, nous allons parler de l'univers de Byron Katie. Son histoire, elle est tellement incroyable et je me sens tellement connectée avec elle. Nous allons parler du mythe du destin et aussi du piège invisible du rôle des victimes, pourquoi on s'y attache. On parlera aussi d'une méthode simple et bouleversante à la fois dans le livre Les Travails de Byron Katie, mais aussi des psychologies, des consciences et des mythologies grecques parce que non, ton destin n'est pas figé. Alors, commençons cet épisode. Dans la mythologie grecque, le destin est tissé par 3 grandes puissantes divines. On appelle ça les moires. En premier, on a Clotho, c'est celle qui tient le fil de la vie. En fait, elle fait naître le fil. On appelle ça le fil rouge aussi. Puis il y a Lachesis, c'est celle qui met sur le fil combien de temps ça va durer. C'est celle qui choisit combien de temps tu vas vivre. Puis il y a Atropos, c'est celui qui coupe quand l'heure est venue. Il faut savoir que les dieux eux-mêmes n'avaient pas les pouvoirs de s'opposer à leurs décisions. Pour les Grecs, le destin, on appelle ça aussi le moira, était plus fort que tout. Il représentait cette force invisible qui dicte la vie, sans qu'on puisse s'échapper. On naît, on souffre, on meurt. Mais est-ce vraiment encore notre réalité aujourd'hui ? En psychologie, croire que tout est figé, qu'on est prisonnier de son passé, de ses blessures ou d'un karma injuste, s'appelle l'impuissance acquise. C'est ces mécanismes identifiés par Martin Seligman. Lorsqu'on subit des événements négatifs à répétition, on finit par croire qu'on peut rien y faire, même quand on le peut. Et pourtant, la science, la psychothérapie, la neuroplasticité nous montrent l'inverse. Les cerveaux changent, l'esprit s'y transforme et les croyances se défont. Les mythes est utile pour comprendre nos peurs ancestrales, mais aujourd'hui, on peut reprendre le fil entre les mains, comme Clotho, comme les tisseuses du destin. Comme je le disais tout à l'heure, dans la narration un peu d'un période de ma vie, vivre dans le rôle des victimes, ce n'est pas une faiblesse. Je pense que c'est une stratégie de survie inconsciente. Il y a beaucoup de psychologues qui sont avec moi. C'est sur le fait que moi, dans ces moments de ma vie, j'avais besoin de cette narration pour me réconforter, pour me dire que si je ne voyais pas des résultats, c'était normal parce que je venais d'arriver en fait dans un pays étranger. Mais cette stratégie, avec le temps, devient une prison en fait. Tu crois que tu ne peux rien changer. Tu attends que les autres te reconnaissent ou que te réparent ou même qu'ils te respectent. Tu te répètes sans fin l'histoire de ce qui t'a blessé, qui t'a fait du mal. Un peu comme pour prouver ta douleur au monde. Mais cette posture peut même devenir une identité. Et c'est là qui est dangereux. Parce que quand ta narration où tu es constamment une victime, tu crées en toi une sorte de loyauté à la souffrance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Carl Jung, j'espère que j'ai bien prononcé. Il dit qu'il est tragique de voir comment un homme gâche sa propre vie et celle des autres, tout en restant incapable de voir que la tragédie provient de lui-même. Je vais la répéter parce qu'elle est vraiment puissante. Il est tragique de voir comment un homme gâche sa vie et celle des autres, tout en restant incapable de voir que la tragédie provient de lui-même. C'est-à-dire, en fait, souvent la narration qu'on se donne, qui nous gâche non seulement pas notre vie, mais aussi celle qui nous entoure. On vit dans cette narration négative constante où tout nous dépasse. Mais pourquoi notre cerveau choisit ses rôles de victime ? Parce que inconsciemment, il cherche à éviter la souffrance immédiate en fait. C'est mettre face à la réalité. En rejetant la faute sur l'extérieur, on évite aussi la culpabilité, la remise en question, le vertige de l'inconnu, mais on abandonne aussi notre propre pouvoir personnel. Et c'est là qui est le plus triste dans ces rôles des victimes, c'est qu'on s'enlève
tristement tout notre pouvoir, toute notre capacité à surmonter n'importe quelle situation. Et une phrase qui dit Natasha Adamo, la mentalité des victimes détruit les potentiels. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que si je serais restée avec ces narratifs, je parle pas, je sais pas parler, j'arrive pas à avoir un bon accent. J'aurais jamais amélioré ma façon de communiquer. J'aurais peut-être arrêté les études, alors que je savais très bien à quel point j'aimais beaucoup étudier. Donc, si vous êtes convaincu que le monde est contre vous, vous cessez de prendre des risques émotionnels et créatifs essentiels à une vie qui peut être épanouie. Au début, dans l'introduction, je vous ai parlé d'un personnage hyper important, Byron Katie. J'ai découvert cette femme il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a un mois de cela. Je l'ai écoutée par la première fois dans un podcast et on parlait un peu de son vécu et de sa dépression. Puis, en allant à Gilbert Joseph, je suis tombée sur un de ses livres, Des Work. Évidemment, je l'ai pris et vraiment, ce livre m'a captivée. Dans la biographie du livre, elle nous dit que à la fin des années 80, Byron Katie était en très mauvais état. Elle était déprimée, pleine de colère et de honte. Elle décide alors de s'enfermer chez elle parce qu'elle n'arrive plus à supporter les autres ni elle-même. Mais un jour, dans son centre pour des personnes qui ont des troubles alimentaires, elle a une révélation. Elle s'est dit « Quand je croyais mes pensées, j'ai souffert. Quand je ne les croyais pas, je ne souffrais pas. » Pour elle, cette phrase a été un déclic, un changement total. Elle comprend que ce ne sont pas les événements qui nous font mal, mais les histoires qu'on se raconte dans notre tête à propos de ces événements. Par exemple, la semaine dernière, nous avons parlé de l'attachement et la théorie de l'attachement. Ton prénom, cette situation, quand quelqu'un ne te répond pas, tu peux te dire « il m'aime plus, je ne l'intéresse plus ». Alors ce n'est pas le silence qui te blesse, mais c'est la pensée que tu as dessus. Donc Byron Katie, dans son livre Le travail ou The Work en anglais, elle nous propose une sorte de questionnaire mental pour transformer les pensées qui nous font mal. Elle propose de prendre une pensée douloureuse, par exemple, « il aurait dû me respecter ». Et tu te poses 4 questions magiques. La première, est-ce que c'est vrai ? La deuxième, peux-tu être sûr à 100% que c'est vrai ? La troisième, comment tu réagis quand tu crois cette pensée ? Est-ce que tu es stressé, en colère, en tristesse ? Et finalement, qui serais-tu sans cette pensée ? Plus libre, plus calme ? Puis à la fin, tu retournes la pensée qui t'a eue et tu changes de point de vue pour explorer d'autres possibilités. Je sais que ça, c'est long, c'est un travail, mais des fois, déconstruire nos pensées nous font voir les choses plus claires. Par exemple, au lieu de « il aurait dû me respecter », tu peux essayer de dire « je n'ai pas respecté mes propres limites. Je ne l'ai pas respecté. Et m'a respecté d'une manière différente de ce que j'attendais. » Ces détournements ou ces retournements ne sont pas là pour dire « voici la vraie vérité », mais plutôt pour t'ouvrir l'esprit et t'aider à voir la situation autrement. Et surtout de te libérer de la douleur mentale inutile. Pour résumer cette idée-là, ce que tu penses n'est pas toujours la réalité et je pense que tu l'as sûrement déjà entendu cette phrase, mais parfois croire à fond à une pensée peut te faire souffrir pour rien. Alors quand tu prends du recul de la situation et tu respires un peu, tu peux voir les choses plus claires. Dans le livre, il y a aussi un concept très intéressant que je vais vous partager. Ce concept s'appelle le modèle TED de Empowerment Dynamic, en français la dynamique de la responsabilisation. Je vais vous expliquer. En fait, ces modèles montrent 3 grands changements de regard qu'on peut faire quand on se sent mal, bloqué ou dépassé. Moi, ces concepts, je les ai compris bien plus tard, mais vous pouvez déjà les connaître aujourd'hui et aussi peut-être les essayer dans votre vie. En fait, quand on est en mode victime, on pense c'est pas juste, je n'y peux rien, pourquoi moi ? Mais un jour, j'ai changé des questions et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Qu'est-ce que je peux créer à partir de ces moments difficiles ?
Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter ou qu'on mérite ce qui arrive. Ça veut dire qu'on reprend du pouvoir, qu'on arrête de rester bloqué, on devient créateur au lieu de subir. Donc le premier changement, c'est devenir créateur, c'est-à-dire de passer des victimes à créateurs. Ensuite, la seconde phase, il y a ceux qu'on voit comme les méchants, c'est-à-dire soit un prof injuste, un parent qui nous critique, un système qui nous met la pression. Avant, je les voyais un peu comme des persécuteurs, des ennemis, mais j'ai appris à les voir autrement. C'est-à-dire que ce sont des défis, des épreuves, des tremplins pour devenir plus fort, plus forte. Un défi, ce n'est pas toujours agréable, mais il peut te faire grandir, t'apprendre à poser des limites, à dire ce que tu ressens, à prendre ta place. C'est-à-dire voir le persécuteur comme un défi. Puis, il y a la troisième phase. Avant, j'attendais qu'on me comprenne, qu'on me sauve, qu'on vienne à m'aider sans que je le demande. Mais souvent, personne ne vient comme dans les films. Alors j'ai appris à demander de l'aide, à écouter les conseils et à les transformer. Et aussi à transformer les autres, non pas en héros, mais en coach. Des gens qui m'accompagnent, mais sans faire des choses à ma place. Et c'est là que j'ai compris cette phrase du psychiatre Viktor Frankl, qui a survécu à des choses terribles dans sa vie, dans les camps de concentration. Et il a dit, on peut tout enlever à une personne, sauf une chose, les choix de son attitude dans n'importe quelle situation. Si tu te sens parfois petit, petite, dépassé, bloqué, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas ce que tu as subi. Tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit d'être triste ou en colère, mais tu as aussi le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose de puissant, le pouvoir de transformer. La douleur peut devenir une force. L'échec peut devenir un tremplin. La solitude peut devenir un moment pour te retrouver. Tu n'as pas besoin d'être ou d'effacer ton passé. Tu n'as pas besoin de cacher ce que tu ressens, mais tu peux changer la façon dont tu regardes les choses. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Aujourd'hui, il n'y en aura pas de méditation parce que je voulais tout simplement te parler sur des sujets et des pensées qui m'intéressent. Je voulais te laisser avec des questions parce que parfois une bonne question peut t'aider à t'ouvrir au monde d'une façon différente. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé et si tu sens que tu joues encore parfois un rôle de victime, même sans le vouloir, je t'invite à arrêter un moment et à t'interroger avec douceur les questions suivantes. Quand est-ce que je me sens victime d'une situation? Qu'est-ce que ces rôles des victimes te permettent d'éviter? Peut-être le conflit, la solitude, l'échec? Ou même, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ces rôles t'ont protégé? Croire au destin, si tu le crois, est-ce que ça t'aide? Ou est-ce que ça te prive de ton pouvoir personnel? Est-ce que tu peux ressentir de la compassion pour la partie de toi qui a souffert sans la laisser décider à ta place aujourd'hui? Rappelle-toi que ce que tu ressens est légitime. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. Tu n'as pas à rejeter ce que tu vis, mais tu as le droit et la capacité surtout d'échanger ce regard. Et si c'était le début de quelque chose, pas une révolution extérieure, mais une micro-transformation intérieure, juste assez pour allumer une lumière là où c'était encore sombre. Et peut-être que dimanche prochain, quand on va se retrouver pour une méditation plus longue dédiée à ces sujets, tu pourras t'y déposer autrement, avec plus de recul, plus de conscience, plus de présence. Et en attendant, je t'invite à partager cet épisode avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a traversé une période difficile, quelqu'un qui a peut-être oublié qu'il ou elle n'est pas défini par ce qu'il a vécu ou ce qu'il a subi. Et toi, je veux que tu saches quelque chose, je t'aime énormément parce que même si on ne se connaît pas personnellement,
Je crois en toi et en ta capacité à te relever, à te réparer et à te réinventer. En ton cœur, même quand toi, tu ne le vois pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Hola Amor. J'ai vraiment aimé faire cet épisode. Merci de faire ce chemin avec moi. Merci d'être là. On se retrouve dimanche prochain pour une méditation spéciale. Et si, au lieu de survivre, tu commençais à créer? Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sème une graine en toi, une lueur, peut-être même un souffle de liberté en toi. À très bientôt. Bienvenue dans Hola Amor.